AgriDemain, une association d'agriculteurs qui sont des ambassadeurs de l'agriculture, des porte-parole du monde agricole et qui sont présents. On a aujourd'hui des agriculteurs sur le stand, on a un producteur de pommes de terre, on va manger un écrasé de pommes de terre, et on a aussi un producteur de houblon et de bière qui était là il y a quelques minutes, qui animait une table ronde. Et puis on a des chefs cuisiniers de l'association Eurotoc, association créée il y a maintenant plus de 35 ans par Paul Bocuse, pour qu'on ait des produits de saison, de qualité, dans nos assiettes. Et donc c'est Gaël Marquez qui est là aujourd'hui. Salut Gaël, et merci de ta fidélité, et qui est un de nos grands chefs parisiens qui bosse dans l'équipe de Thierry Marx. Je te laisse te présenter Gaël, comme ça on en profite. Et après on rentre dans le... Bonjour à tous, je suis Gaël Marquez. Donc effectivement je suis le chef du restaurant La Diva des Prés. J'étais effectivement formateur pour Thierry Marx pendant quelques temps. Donc aujourd'hui voilà, on vous a préparé avec Romain, mon collaborateur, et Louise qui met la main à la pâte également avec Elisabeth. Donc en entrée un quinoa croquant avec des carottes à l'orange et de la betterave confite. Donc on a de la rillette d'un de nos partenaires. Et on va avoir un écrasé de pommes de terre qui s'accompagne avec une ballotine de suprême de volaille farcie aux champignons et des carottes glacées au miel. Et la ballotine de volaille aura été réduite dans la bière de notre partenaire qui était là tout à l'heure, des bières LDF, du miel, un petit peu de thym, un peu d'herbe, voilà, pour apporter un peu de douceur et de gaieté à vos palais. Bien, merci de nous avoir présenté la carte, cher Gaël. On va te laisser retourner parce que l'entrée est prête, mais pas encore la ballotine. Et puis il y aura un petit peu de brie de mots quand même pour faire glisser tout ça. Et du vin blanc d'Alsace. Ah, il y a une J'avais oublié notre fameux Jean-Michel. J'avais oublié qui vient d'une école partenaire également. Et je l'avais oublié, donc je voulais quand même saluer parce qu'il est quand même là, il met la main à la pâte depuis hier et il travaille beaucoup avec nous. Désolé. Merci. Et les étudiants d'Albert Demain qui nous font l'honneur d'être présents toute la semaine. Ok, donc Christiane va arriver. Ce que je vous propose, il y a un des ingrédients qui va être dégusté à l'occasion de cette table d'hôte dont on n'a pas encore parlé. C'est le pain, c'est la baguette. On se réunit pour travailler avec cette filière blé, farine, pain, qui est une filière bas carbone. C'est la thématique de notre table ronde aujourd'hui. Et peut-être Dominique, pareil en introduction, en attendant de rentrer directement dans le vif du sujet, dire un mot de la candidature des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette de pain. On en est où? Alors écoutez, bonjour à tous déjà, merci d'être présents aujourd'hui. Alors peut-être un petit mot sur cette baguette. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, contrairement à souvent dans les restaurants, il y aura assez de la baguette, hein, puisque maintenant on force un petit peu dessus. Alors écoutez, ce dossier continue son chemin. Je dirais même ça s'accélère fortement, puisque le dossier, après être pris par la France comme dossier, puisque c'est un tous les 2 ans, est parti maintenant à l'international. Et là donc on passe d'ambassadeur en pays. On était d'ailleurs il n'y a pas longtemps à Dubaï au moment de l'exposition universelle pour rencontrer tous les pays votants et quelques autres, pour aussi encore défendre notre dossier. Donc le dossier la suit et on aura le résultat des savoir-faire artisanaux et de la culture de la baguette de pain pour savoir si c'est inscrit au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Donc c'est entre octobre, enfin en gros en fin d'année, les pays, voilà, au mois de décembre, grosso modo, ils vont se réunir pour dire si effectivement voter, si ce dossier peut rentrer au patrimoine. Merci Dominique de cette précision. Alors, cette table ronde que tu as demandé de réunir, cher Dominique, et tu en diras un mot dans une seconde, va réunir par ordre alphabétique Cécile Adadaï, qui est la responsable durabilité d'Intercéral, à ta commission, Dominique Orac, qui est le président de la Confédération de la boulangerie, Guilhem Bourrier de l'Académie d'agriculture de France, qui est ingénieur à Grenoble, Gérard Brochoir, qui est le conseiller technique de la Confédération. Il est là, Gérard, en plus c'est moi qui t'ai mis ici. Donc cher Gérard, Jean-Luc Chapuis, qui est président de la commission restructuration, réglementation, modernité de la CNBF et qui préside le syndicat des boulangers de Haute-Loire,
Nous aurons Lionel Deloins qui représente la meunerie française et qui est vice-président d'Intercéréales. Lionel, et voilà Christiane qui arrive. Alors tu arrives bien Christiane, parce que j'allais dire ton nom. J'allais d'abord dire celui de Christian Huyghe, le directeur scientifique de l'INRAE. Merci monsieur le directeur. Christiane Lambert, président de la FNSEA, participera à cette table ronde, de même que Nathalie de Noblet-Ducoudray de l'Académie d'agriculture. Vous êtes climatologue et je vous remercie d'être présente. Sabine Oustrin, la directrice de recherche et d'innovation de la grande coopérative de l'Est de la France, la coopérative Vivesia. Et puis nous avons Éric Thirouin, le président de la GPB, et par ailleurs vice-président d'Intercéréales. Et pour terminer cette table ronde, et sur le tour de table, on a Luc Vermèche, le secrétaire général adjoint de la GPB, et qui est membre du conseil d'administration d'Agri-Demain. Et on a profité évidemment, puisqu'on est sur le stand d'Agri-Demain, de la présence du président d'Agri-Demain, Guillaume Lefort, je te remercie de t'asseoir avec nous. Eh bien, mesdames, messieurs, l'objectif c'est de partager une table d'hôte, donc un bon moment. Le chef nous a présenté le menu. Les agriculteurs qui présentaient ce matin les ingrédients sont partis se reposer 5 minutes, le temps qu'on débatte de cette filière blé, farine, pain, filière bas carbone. Dominique, pourquoi as-tu voulu cette table ronde? Tu m'as dit il y a un mois, non c'est un peu plus, on déjeunait au Club de la Table Française avec Philippe Mauguin et on a parlé de ces enjeux d'agroécologie et de gastronomie et tu m'as dit mais les boulangers doivent prendre la parole sur ce sujet et on n'est pas du tout prêt aujourd'hui à le faire. D'où cette table ronde. Je te laisse expliquer un petit peu comment t'es venue donc cette idée et pourquoi on a réuni ce très beau plateau aujourd'hui. D'accord, tout à fait. Alors effectivement, merci encore pour ce plateau très complet et très précis. Alors, on a voulu ce dossier en fait au niveau de la Confédération. Pourquoi? Parce qu'en fait, rappelez qu'on est quand même 33 000 boulangers en France, répartis dans tous les villes et villages. On a 180 000 effectifs qui travaillent avec nous. Et aussi, on a surtout 12 millions de clients chaque jour. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est de plus en plus, on commence à avoir des questions. Vous savez, en fait, on ne se posait pas tellement la question. Quand on rentrait dans une boulangerie, il y avait une espèce de parachute qui faisait qu'on ne demandait pas rien, c'était de la qualité, c'était fait maison, c'était de la proximité, etc. Donc là, aujourd'hui, ça a un petit peu changé, les gens sont de plus en plus informés, et aujourd'hui, on commence à avoir des questions sur le bas carbone. C'est un peu l'empreinte carbone d'une baguette. Comment on se situe? C'est vrai qu'on a des dossiers plus ou moins importants de manger, comme la cuisson, etc. Et c'est vrai qu'on a engagé un petit peu une démarche RSE générale, mais on voudrait se pencher en particulier sur le dossier du bas carbone, et notamment au niveau de cette filière blé, farine, pain, parce que c'est vrai qu'on est quand même le côté visuel de cette filière avec les boulangeries. Alors, merci Dominique. Donc, tu fais finalement aujourd'hui un appel à nos amis de la filière autour de la table, qui est de dire que tu as des boulangers motivés, mobilisés pour parler à ces 12 millions de Français qui tous les jours franchissent la porte d'une boulangerie, des immenses efforts que font toute la filière sur ce sujet. Et donc on a prévu de parler d'abord justement d'agriculture et du climat, et ensuite des actions qui commencent à être mises en œuvre. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par ce sujet agriculture-climat. On a la chance d'avoir des agriculteurs et des spécialistes scientifiques autour de la table. Et je pense qu'il se dégage un consensus depuis maintenant quelques années que les agriculteurs sont de vrais soldats du climat. Il se dégage aussi un consensus sur le fait qu'il y a un énorme travail qui s'organise à l'échelle française et à l'échelle européenne sur ces sujets du carbone, avec un continent qui a annoncé vouloir être neutre en carbone en 2050. Donc on voit qu'on a des enjeux à long terme très importants. Et on sait aussi, Dominique, que la matière première a beaucoup de poids dans l'impact carbone d'une baguette, donc pour les filières boulangerie. Et donc l'objectif c'est de... On ne va pas parler des fours, on ne va pas parler du froid dans vos boulangeries aujourd'hui, on va parler de la partie matière première. C'est pour ça que vous êtes autour de la table. Et je vais me tourner vers Christian Huyghe, donc le directeur scientifique agriculture de l'INRAE. Peut-être en quelques mots pour repositionner le débat. Je ne sais pas s'il est allumé, on va vérifier. Sinon, je vous donne... Il est bon. Peut-être pour repositionner le sujet, et dire en quelques mots les enjeux de l'agriculture en matière d'émissions de captation de carbone
au sens large. C'est pour ça que c'est pas une question simple en quelques mots. Vous me donnez combien de temps? Je vous donne 2 minutes. Ça va, merci. Non, mais en fait, les enjeux, c'est quoi? Pour l'agriculture, on sait qu'elle sera massivement impactée par le changement climatique. Si vous regardez les gels qui peuvent arriver, c'est un effet direct du changement climatique. Les sécheresses qui peuvent se produire, donc les arrivées de pathogènes nouveaux, donc il y a un impact direct majeur. L'agriculture est forte émettrice de gaz à effet de serre. C'est pour ça que dans le cadre de la neutralité carbone de l'Europe, l'ambition sur l'agriculture est beaucoup plus basse que ça, mais elle est déjà majeure. De faire 45% d'économie, c'est monstrueux comme objectif de réduction. Les émissions de l'agriculture, c'est un tout petit peu de CO2, c'est beaucoup de méthane, qui est directement lié au nombre d'animaux que l'on a, et c'est beaucoup de protoxyde d'azote, et donc chaque fois qu'on fertilise, on est obligé d'apporter de l'engrais azoté, et vous le savez, quand on fait du pain, le poids de la protéine, et chaque fois qu'on amène de l'engrais azoté, on a des émissions de protoxyde d'azote, au moins dans le système tel qu'on est vu aujourd'hui. Et puis l'agriculture est aussi une solution, puisque c'est un des rares secteurs, c'est presque le seul secteur, avec l'agriculture et la forêt, qui est capable d'absorber du carbone, de bloquer du carbone. Alors, le carbone que l'on met dans le grain, en fait, il n'est pas immobilisé, puisque le grain est destiné à être mangé, donc il rentre dans le cycle. Par contre, ce qui est immobilisé sur des temps longs, c'est le bois. Et le bois, l'accroissement de la forêt, la gestion raisonnable de la forêt contribue à ça, c'est pour la partie agricole, en raison en particulier de très très grandes surfaces qui sont concernées. C'est le carbone qu'on peut stocker sous la surface. Alors c'est un compartiment sur lequel il faut regarder avec beaucoup de modestie, puisqu'il ne peut pas le faire croître à l'infini. Chaque fois que le sol se réchauffe, il a tendance à perdre du carbone par augmentation de la respiration. Mais on sait que par l'augmentation de la couverture, par la présence de cultures intermédiaires, sur la partie de la couverture, on va aussi contribuer à refroidir la surface du sol. Et par tous ces éléments-là, l'agriculture est à la fois impactée, elle en émet, et elle est une solution. Et c'est en combinant ces éléments-là qu'il faut réussir à faire baisser le bilan, ou améliorer le bilan carbone. Il faut toujours parler en fait en équivalent carbone et pas en carbone tout seul, parce que le carbone seul n'est qu'un tout petit bout de la question. Voilà, j'ai peut-être été un peu... Non, c'est parfait, et je crois que c'est important. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais notre échange est enregistré, et donc il sera disponible sur les réseaux sociaux, et on en fera une synthèse écrite et réseaux sociaux. Juste, peut-être, vous redonner la parole une seconde. Le président Arac donc, veut que la boulangerie rentre dans cette réflexion sur cette filière bas carbone. C'est quoi les enjeux pour un boulanger aujourd'hui, à votre avis, sur ce sujet du... L'enjeu, il est de deux ordres. En fait, il est de s'inscrire dans une trajectoire globale. Le changement climatique est le défi de l'humanité dans les 50 prochaines années. Et on n'a même pas 50 ans pour agir, c'est un défi mondial. Et donc, il faut s'inscrire là-dedans. C'est le premier point. Et le deuxième point, on ne peut agir sur quelque chose qu'à partir du moment où on est capable de le mesurer. Si vous demandez à un boulanger, si je demande au président, c'est quoi le coût carbone d'une baguette, il ne peut pas me répondre. Aujourd'hui, il ne peut pas me répondre. Et ou alors, comme il est très formé, il va utiliser des grands indicateurs. Mais tout le monde fait, les grands indicateurs ne vont pas permettre de séparer ce qui a été produit dans une filière versus une autre. Et donc cette capacité à mesurer, cette capacité à organiser une traçabilité, ça on sait faire dans des filières comme les céréales, et bien c'est ça qu'il faut réussir à amener jusqu'à l'utilisateur, de façon à ce qu'un boulanger puisse dire, voilà, celle-là, on est en catégorie A, celle-là est en catégorie E, et on peut à ce moment-là avoir un mouvement. Donc on voit qu'il y a un chantier qui s'ouvre, avec les analyses de cycle de vie, avec tout un tas d'outils que les boulangers pourraient mettre potentiellement, prochainement, en œuvre. Je me tourne vers Christian Lambert. Cher Christian, président de la FNSEA, j'ai dit tout à l'heure en introduction que les agriculteurs étaient des soldats du climat. Est-ce que c'est une expression que tu reprends à ton compte? Bonjour à tous. D'abord dire que vous l'avez emprunté au ministre de l'Agriculture, c'est à César. Mais c'est très important effectivement de dire que les agriculteurs sont des soldats du climat. Pourquoi? C'est souvent, il a dit, vous agriculteurs, vous êtes émetteurs. Vous êtes le troisième émetteur, certains disent que nous sommes le deuxième. Oui, notre activité, comme vient de le dire Christian Huyghe, elle est à la fois victime, cause et solution. Victime parce que nous subissons les aléas du climat. Notre entreprise à nous n'a pas de toit, on travaille à ciel ouvert. Et les événements climatiques nous bousculent 3 semaines d'avance sur la récolte des blés, 3 semaines d'avance sur la récolte des abricots. Ça a aussi des impacts sur beaucoup de choses.
Nous sommes cause, parce que nous avons une responsabilité, c'est vrai. 19% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'agriculture et l'agroalimentaire. Mais on se soigne et on essaye de réduire nos émissions par tous les moyens possibles. Et nous sommes solution. Je suis passée ce matin dans l'Odyssée végétale, le hall 2, pour voir toute la pédagogie qui est faite autour justement du rôle de l'agriculture par rapport à la capture carbone et tout ce que l'on peut faire concrètement. Alors Christian Huvig l'a déjà développé un petit peu, mais dire par exemple, et trop peu de gens le savent, qu'un hectare de maïs capte 2 fois plus qu'un hectare de forêt. On cite souvent la forêt comme réserve, capture et stockage carbone. Donc un hectare de maïs, c'est 2 fois plus, parce que plus un hectare produit biomasse, plus on capte du carbone. Après, il faut réussir à le stocker. Il faut bien dissocier 3 choses. La captation carbone par les plantes, plus il y a de biomasse, plus ça capte. Le stockage dans les sols, ça suppose certaines pratiques et de conserver dans les sols. Et le non-labour, de plus en plus développé, permet d'y répondre davantage, mais aussi la réduction. Et j'insiste sur la réduction parce que Bruxelles, la Commission de Bruxelles est en train de préparer un cadre en ce moment où ils ne veulent pas enregistrer les réductions faites par les agriculteurs. Or, nous, agriculteurs, quand nous disons que nous sommes en transition, c'est que nous faisons évoluer nos pratiques tous les jours et nous sommes en capacité de quantifier ce que nous réduisons en impact carbone. Donc il faut que cette réduction, qui est la transition de l'agriculture, elle soit aussi prise en considération. Mais pour être crédible et pour être cru au sens premier du terme, pour qu'on nous croie, il faut qu'on ait des outils fiables. En France, nous avons développé des outils de diagnostic carbone. Ce sont les secteurs animaux qui ont commencé en premier parce que les animaux étaient très attaqués sur le méthane, les vaches, etc. Donc on va garder nos vaches, on en a besoin pour maintenir les prairies, c'est un joyau de biodiversité. Et donc ils ont fait des bilans carbone, l'Institut de l'élevage a travaillé pour faire un diagnostic qui s'appelle CAP2ER, qui existe pour les bovins. 13 000 agriculteurs ont fait leur diagnostic. Nous avons aujourd'hui 700 000 tonnes de carbone, de crédit carbone à vendre. Je vends, j'en ai dans ma poche. Avec France Carbone Agri. Qui veut du carbone, avec l'association France Carbone Agri Association, qui a été rejoint récemment par les associations spécialisées végétales. Éric Thieron est là au titre de la GPV, mais c'est aussi les producteurs de maïs, de betteraves et d'oléoprotéagineux. Les instituts techniques végétaux ont fait valider une méthode de calcul du carbone dans les sols captés, réduits, pour pouvoir eux aussi rentrer dans ce dispositif. Et l'agriculture est en train de se professionnaliser, de s'organiser pour compter son carbone et réussir à dire nous sommes les soldats du climat, les soldats de la solution climat, puisqu'aujourd'hui un certain nombre d'entreprises polluantes, émettrices se tournent vers nous et disent on a besoin de compenser notre carbone, vendez-nous des crédits carbone. Et déjà les agriculteurs vendent des crédits carbone, c'est un complément de revenus et on veut que ce soit sur le marché privé, non pas dans la politique agricole commune, non pas dans la conditionnalité PAC et les méandres administratifs de tous ces dispositifs, mais vraiment à l'initiative des agriculteurs. Et donc on est en train de construire une SAS qui sera la structure de vente des crédits carbone de l'agriculture, dans laquelle il y aura les associations spécialisées que j'ai citées, les jeunes agriculteurs, la FNSEA et la PCA, tout le monde en mouvement, soldats du climat dans une belle armée verte. Merci Christiane. Vous êtes climatologue, vous êtes ingénieur agronome. On voulait creuser sur cette nature du changement du lien et des usages des sols et du climat. Pouvez-vous nous dire justement ce lien qui existe entre l'usage des sols et le climat? Comment ça se passe? Alors d'abord, je voulais vous remercier pour cette invitation. C'est assez inédit pour une climatologue d'être à une table comme celle-ci. On a l'habitude de parler vraiment à l'échelle globale. Je vais quand même démarrer à l'échelle globale pour vous rappeler que on a 1,1 degré de réchauffement à l'échelle mondiale aujourd'hui par rapport à la fin du 19e siècle et pratiquement 2 degrés en France. D'accord? Donc le continent se réchauffe 2 fois plus vite et la France se réchauffe plus vite que le globe. L'occupation et l'usage que nous faisons de nos sols aujourd'hui, on occupe et on exploite environ 70% des terres émergées non englacées. Et quand on sait par les études des climats très lointains que végétation et climat travaillent ensemble, et que par exemple l'entrée dans la dernière glaciation il y a 115 000 ans n'aurait pas eu lieu sans le concours de la végétation, de dire qu'aujourd'hui on bloque notre végétation à un état désiré, forcément enlève 1 degré de liberté au système climatique. Donc je pense que c'est important de garder ça.
en tête. Là, on parle des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est une influence à l'échelle mondiale du climat. Donc chaque particule de CO2 que va émettre ou capter l'agriculture va contribuer à réchauffer ou refroidir le climat mondial. Mais l'occupation et l'usage que l'on fait de nos sols est aussi très importante à l'échelle locale, parce qu'un couvert transpirant est un couvert qui va permettre de refroidir l'air et de l'humidifier. Donc la gestion que l'on fait de nos sols a quand même un pouvoir de limiter les excursions liées au changement climatique sur des événements, par exemple, caniculaires. L'exemple le plus frappant, c'est les îlots de chaleur urbains en 2003, au pic de la canicule en août. Paris intramuros, c'était 10 degrés plus chaud la nuit que Saclay ou que Grignon. D'accord? Donc ça, ce sont des choses qui sont importantes et dont on ne tient pas assez compte. Ça fait partie des bienfaits que l'occupation des sols peut jouer. Voilà, exactement. Mais si vous climatisez votre hôtel, en fait, il y a eu une simulation qui montre que si en période caniculaire, tous les Parisiens sont équipés de climatiseurs, c'est 2 degrés plus chaud encore pour ceux qui restent à l'extérieur ou qui ne sont pas climatisés. Donc ce n'est pas une solution. Le verdissement est un petit peu meilleur. Ensuite, au niveau climat, je pense que l'un des défis de l'agriculture, vous me dites quand je... Oui, non, mais c'est très bien, parce qu'il faut qu'on parle de ces changements, cet impact sur du changement climatique, voilà, sur l'agriculture. Christiane Lambert disait tout à l'heure, 3 semaines d'avance pour une récolte d'abricots, 3 semaines d'avance sur des récoltes de blé. Donc on mesure déjà très concrètement des changements, et c'est important effectivement peut-être nous en dire plus de l'impact de ces changements climatiques, même si on en entend parler beaucoup dans la presse. Venant d'une climatologue, ça nous parlera. Alors, je pense que là, pour moi, l'impact le pire pour l'agriculture, ce sont les événements extrêmes. Donc si on prend température caniculaire, donc risque d'échaudage pour un certain nombre de plantes, aujourd'hui, un événement qui se produisait une fois tous les 10 ans en fin de 19e siècle, aujourd'hui, à 1,1 degré de réchauffement, il se produit 3 fois tous les 10 ans et il est 1 degré plus chaud. À 1,5 degré, je ne vous cache pas que dans 20 ans, nous y sommes. C'est un événement qui aura lieu 4 fois tous les 10 ans et qui aura pratiquement 2 degrés plus chaud. Et si nous atteignons les 2 degrés, ce qui est à peu près inéluctable, même si ensuite on arrive à redescendre, cet événement se produira 6 fois tous les 10 ans. Donc vous pensez à l'événement caniculaire de la fin du 19e siècle, et non seulement il est plus chaud, mais il arrive plus souvent, et si c'est une année sur 2, pour le monde agricole, c'est une véritable catastrophe. En termes, le deuxième problème, c'est la question des pluies extrêmes. Aujourd'hui, alors le changement climatique, théoriquement, doit accentuer la fréquence des pluies extrêmes. En réalité, aujourd'hui, les certitudes que l'on a, c'est que ça augmente l'intensité des événements extrêmes. Un événement très pluvieux aujourd'hui est 7 fois plus intense, 7% plus intense, pardon, pas 7 fois plus, 7% plus intense qu'il ne l'était en fin de 19e siècle. Et ça va, et à 1,5 degré, il sera 10% plus intense, ce qui est beaucoup. Quand vous pensez aux régimes les plus pluvieux dans vos champs, ça pose des tas de problèmes sur finalement l'outillage et la pénétration dans les champs, etc. Et puis l'autre problème pour moi, et je m'arrêterai là, le dernier qui est important, évidemment on diminue les gels. Par contre, on l'a vécu cette année, pas les gels tardifs, mais un gel tardif, pour un climatologue, un gel tardif, c'est un gel qui arrive très tard. En fait, pour vous, viticulteur par exemple, un gel tardif, c'est un gel qui arrive au moment où il ne faut pas. Et en fait, dans la réalité, comme la floraison est avancée, le bourgeonnement est avancé parce qu'il fait plus chaud, que la phénologie est avancée, eh bien, la plante se retrouve à un moment fragile, à un moment où, météorologiquement, il y a encore des risques de gel. Et donc, ça fait les désastres qu'on a observés en 2021, sur les vignes notamment. Donc ça, ce sont des phénomènes qui vont se produire et qui vont continuer de se produire avec le réchauffement climatique. Merci. Alors, je me tourne. Oui, non, mais je crois que c'était très important qu'on ait cette précision. Je me tourne vers votre collègue de l'Académie d'agriculture, M. Guilhem Brouillet. On vient de parler notamment de sol, d'eau, de productions agricoles. Tout ça, ça s'intègre sur un territoire. Et on a des territoires différents en France. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu comment tout ça s'intègre? Oui, je veux d'abord vous remercier pour l'invitation, en disant que je suis très sensible, en particulier parce que ma femme est fille d'ouvrier boulanger.
Deuxièmement, comme l'a dit Christian Vous pouvez Lambert, rapprocher un tout petit peu le micro oui. de votre... Deuxièmement, comme l'a dit Christian Lambert, il ne suffit pas de stocker du carbone, il faut le conserver. Or, les sols ont perdu du carbone du fait du retournement des prairies, du fait de l'intensification de l'agriculture. Et maintenant, il nous faut revenir d'un état stationnaire plutôt plus bas en carbone vers un autre état stationnaire nettement plus haut, ce qui aura l'avantage de préserver les sols, une meilleure structure et une meilleure conservation de l'eau aussi. Donc une meilleure résilience face à des périodes de sécheresse. Donc tout ceci, il faut l'intégrer sur le territoire. Alors je sais qu'ici on est plutôt dans une logique filière. Et ces filières, elles doivent s'intégrer sur des territoires. Et si on veut apporter de la matière organique au sol, il faut que la matière organique est essentiellement produite par l'élevage. Et on a trop spécialisé les régions en régions d'élevage et régions céréalières, éloignées les unes des autres. Il y a une superbe exposition aux archives sur la guerre des moutons. Il y avait des moutons dans la Beauce, dans l'Eure-et-Loire, etc. Et moi, quand j'ai fait mon stage à côté de Château-Thierry, il y a une 50aine d'années, il y avait des vaches laitières, etc. Donc il va nous falloir réintroduire une proximité entre l'élevage et l'agriculture, ce qui n'est pas facile. Et donc il va falloir aussi, ça va faire partie de la transition agroécologique, de rapprocher agriculture et élevage. Parce que si on doit transporter la matière organique sur des centaines de kilomètres, le bilan carbone il est tout de suite désastreux. Deuxièmement, le changement climatique, c'est pas que l'augmentation de température, c'est aussi l'augmentation du niveau des océans. Donc, changement du niveau de base des fleuves, alluvionnement, extension des zones hydromorphes, progression du biseau salin. Je travaille en Camargue et dans la Crau, et il va falloir réfléchir à ça. Donc il nous faut une intégration territoriale et avec des indicateurs de ressources en sol pour protéger les sols, l'eau, la qualité de l'eau, la qualité de l'atmosphère, on en a parlé. Et c'est pour ça que peut-être aussi il faut réorienter une partie de l'effort de recherche en amélioration, en génétique et amélioration des plantes, vers une meilleure efficacité du système racinaire, vers une meilleure efficacité de l'exploitation des ressources en sol dans des conditions de faible intrant, ce qui est meilleur pour le revenu des agriculteurs aussi. Et ça veut dire qu'il nous faut avoir une vision intégrée que permettent aujourd'hui les progrès en physiologie végétale, etc., sur l'intégration des cycles biogéochimiques. Il faut 20 éléments chimiques pour faire une cellule vivante. Et la fixation de l'azote par des bactéries suppose du molybdène dans la nitrogénase. Et quand on apporte du phosphore et qu'on voit des augmentations de rendement, quelquefois c'est à cause des impuretés de molybdène qui étaient dans les phosphates. Donc les choses deviennent plus compliquées, oui, mais en même temps, je confirme. Mais j'arriverai pas à le répéter. Mais maintenant, on a les outils, on a les outils pour raisonner l'ensemble de ça. On sait aujourd'hui qu'une racine a des capteurs pour savoir quelle est la disponibilité de l'azote dans le sol. Elle envoie des signaux aux feuilles, les signaux redescendent des feuilles vers les racines. Ça a été très bien démontré à Montpellier à l'INRA. Donc tout ça maintenant, on sait le faire. On a des indicateurs, et on a des capteurs. Maintenant, nettement moins cher, le phénotypage à haut débit, tout ça. Donc on a des outils à mettre à la disposition des agriculteurs pour aller dans ce sens d'une nouvelle agronomique, cette agroécologie que tout le monde appelle de ses voeux. Merci, je crois que c'est très important d'avoir cette double prise de parole de l'Académie.